Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission pour laquelle je me suis mis un défi. Je me suis dit, allez, je vais vraiment essayer de faire une émission un peu technique, c'est vrai, mais qui va vraiment vous faire progresser en analyse financière. Et pourquoi est-ce que je pense que ça va faire progresser la majeure partie d'entre vous? Parce que c'est typiquement un domaine que j'ai mis du temps à comprendre et qui n'était pas du tout assez présent dans mes premières analyses financières. Et ce thème, c'est l'allocation du capital. Parce que quand on débute dans l'analyse financière, dans l'analyse fondamentale, etc., ou même quand on débute pas, même quand on est plutôt confirmé, on se focalise souvent sur les mêmes indicateurs qui sont des bons critères, qui vont être la croissance du chiffre d'affaires, la croissance du bénéfice, qui vont être la valorisation, en prenant par exemple un ratio comme le PER, on peut regarder les marges, on peut regarder la rentabilité, etc. Tout ça sont des bons critères, il faut évidemment les regarder dans une analyse financière, mais on a tendance à moins regarder d'autres chiffres qui vont être par exemple le nombre de titres émis, qui vont être le CAPEX, qui vont être les cash flows, le dividende, etc. Et c'est tous ces chiffres-là qui, une fois bien compris, bien maîtrisés, vont nous permettre de comprendre la stratégie d'allocation de l'entreprise. C'est pas si simple. Et justement, pour pouvoir passer de chiffres à comprendre ce qui se passe derrière le rideau, je suis obligé de prendre un exemple, de faire une étude de cas. Et j'ai choisi VeriSign. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette entreprise américaine ? Parce qu'elle a une allocation du capital vraiment spéciale qui est liée aussi à son business model. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme ça de décortiquer ce cas-là. Si vous faites une analyse très rapide de VeriSign, vous allez voir rapidement que c'est une entreprise qui pèse 21 milliards de dollars en bourse, donc pas si petite que ça, qu'elle est dans le secteur technologique, mais on va voir que c'est vraiment un domaine très particulier. Vous allez voir aussi qu'elle a une croissance pas énorme, même plutôt faible, mais qui est globalement stable. En revanche, les marges sont complètement dingues. Il y a 66% de marge d'exploitation et 47% de marge nette. Et l'entreprise est valorisée plutôt cher avec un PER de 28. Après, si comme moi, vous regardez des indicateurs comme le ROE, le Return on Equity, le rendement sur capitaux propres, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, il n'y en a pas. Et oui, il n'y en a pas parce que les capitaux propres sont négatifs sur cette entreprise. Même chose si vous regardez l'actif net réévalué, enfin des choses comme ça, vous allez voir qu'il n'y en a pas, ou que c'est négatif plutôt, avec des ratios comme price to book, etc. Donc ça va vous perturber un petit peu normalement parce que c'est quand même un phénomène qui est très rare, ou si c'est le cas, c'est sur des entreprises qui sont limite en faillite, celles qui ont des capitaux propres négatifs. Donc voilà, si vous en restez là-dessus, c'est une bonne analyse, très rapide, mais vous allez voir qu'il faut aller plus loin. Et avant d'aller plus loin, pour regarder son allocation du capital, qui est vraiment un critère clé. C'est vraiment souvent ce qui fait la différence entre les bonnes entreprises et les excellentes entreprises. Avant donc de comprendre l'allocation du capital, il faut qu'on comprenne beaucoup mieux son business model. VeriSign, c'est l'entreprise qui gère les adresses internet, enfin les adresses des sites internet qui finissent en .com et en .net. Alors ils en ont d'autres, mais les principaux c'est vraiment .com et .net. Donc si vous tapez Amazon.com, c'est VeriSign qui va s'assurer que votre requête, elle va bien au bon endroit. Donc on voit qu'ils ont quand même un rôle important. C'est .com, .fr, .org, etc. C'est ce qu'on appelle des TLD, pour Top Level Domain. Et le .com, c'est évidemment le numéro 1 de ces TLD, avec un petit peu moins de 50% des noms de domaines. Il y a 160 millions de noms de domaines qui sont en .com, c'est suivi loin derrière, puisqu'il n'y en a que 20 millions par le .cn et 17 millions de .de. Donc on voit, c'est surtout TLD par pays qui suivent, mais qui sont donc très, très loin derrière. Donc pour posséder un nom de domaine comme lvmh.com, comme zonebourse.com, etc., il faut payer une redevance. Cette redevance, elle est aujourd'hui de 9,59 $ et c'est VeriSign qui l'empoche. Mais dans l'ensemble, quand vous allez acheter votre nom de domaine, vous allez l'acheter via des sites comme OVH, comme GoDaddy, comme Google Domains, et vous pouvez payer plus cher, notamment si quelqu'un possède déjà le nom de domaine. Si vous voulez acheter lvmh.com, ça va vous coûter, déjà ce sera souvent pas possible, et si quelqu'un là, il veut vous le vendre, il va vous faire payer beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est l'offre et la demande. À la fin, juste le fait d'être registré.com auprès de l'organisme qui gère ça, c'est-à-dire VeriSign, ça ne va vous coûter que 9,59 $. Donc voilà, c'est ça leur job, c'est eux qui tiennent le registre, c'est eux qui s'assurent de qui possède quoi. Donc on le voit finalement, c'est pas grand-chose comme business, c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que les prix sont aussi faibles. Ils n'ont que 915 employés, voilà, donc boîte 915 employés, leur seul business, c'est de gérer en gros les .com et les .net, mais en fait c'est vraiment clé. Je le répète, quand vous tapez Amazon.com dans votre browser, l'adresse IP est vérifiée dans le registre de VeriSign et c'est eux qui s'assurent que vous n'allez pas vous retrouver sur le site de Danone ou de Nestlé. Alors bien sûr, on peut se dire, mais
qui a décidé que c'est VeriSign qui va gérer ça et qui aura le monopole? En fait, c'est deux organismes. Le premier, c'est l'organisme de surveillance d'Internet qui s'appelle l'ICANN, c'est ICA2N pour Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, donc c'est l'ICANN, on va en reparler. Et l'autre, c'est le ministère américain du commerce. Donc VeriSign a un contrat avec l'ICANN et ce contrat est renouvelé régulièrement, en fait c'est même renouvelé tacitement. Et VeriSign redonne une partie de ses profits à l'ICANN, à son organisme de régulation. Donc VeriSign reçoit 9,59$ de la part de ses utilisateurs et va reverser 25 centimes tous les trimestres à l'ICANN. Donc sur les 9,59$, il y en a $1 chaque année qui revient à l'ICANN. Donc vous l'avez bien compris, VeriSign a un monopole. VeriSign a un monopole sur le .com, sur le .net. C'est un monopole qui est finalement dû à son business. On ne peut pas avoir deux personnes qui tiennent le registre, deux personnes qui vérifient si Walmart.com c'est bien le bon, est bien sur la bonne adresse IP, etc. Donc il y a un monopole, mais monopole qui est dû donc effectivement au business qui le nécessite. Mais en fait, c'est un espèce d'écosystème, si vous voulez, où vous avez l'organisme de régulation, qui est l'ICANN d'un côté, vous avez VeriSign, la boîte qui fait techniquement, qui s'assure que tout est bon, et puis les utilisateurs. Donc si certains d'entre vous ont des sites internet .com, voilà, vous avez payé vos quasiment $10 à VeriSign. Et le but, c'est que tout ça marche le mieux, c'est-à-dire que ICANN, il délègue ça à un fournisseur qui est VeriSign, vous payez vos $10, et dans l'ensemble, c'est un win-win-win, tout le monde est content. ICANN est content parce que VeriSign fait bien son boulot, il n'y a jamais eu aucun problème sur les .com ou les .net. Les users, les utilisateurs, ils payent que $10 par an pour avoir un .com ou un .net, donc c'est vraiment n'importe quel business dans le monde peut se le permettre, donc c'est vraiment pas un souci. Et tout ça, et VeriSign, bien sûr, c'est une boîte qui gagne de l'argent, on l'a vu qu'il y a des marges énormes, etc. Donc c'est voilà, win-win-win, ce petit business marche très bien. Et l'autre point important, enfin deux points importants sur ces contrats entre l'ICANN et VeriSign, c'est que ce sont des contrats plutôt de longue durée, et comme je le disais, renouvelables tacitement. Pourquoi? Tout simplement pour que VeriSign ne s'inquiète pas tous les années de est-ce que c'est nous qui allons réavoir le contrat. Il y a une certaine stabilité qui leur permet aussi de faire des investissements, d'embaucher, etc., de s'assurer que tout tourne bien. Et l'autre point important du contrat, c'est que c'est l'ICANN qui va autoriser VeriSign à augmenter les prix ou non, mais c'est marqué dans le contrat qu'ils ne doivent pas augmenter les prix ou bien qu'ils peuvent augmenter les prix. Donc même s'il y a un rapport client-fournisseur, on va dire, entre l'ICANN et VeriSign, l'ICANN a tout intérêt à ce que VeriSign fasse du bon boulot, que ces noms de domaine soient bien gérés. Mais ce business model, il comporte des risques, et je pense que le premier, vous le voyez, le premier risque, c'est le non-renouvellement du contrat par l'ICANN, dont la prochaine échéance, par exemple sur le .com, c'est novembre 2024. Donc si vous êtes investisseur en VeriSign, c'est peut-être une date que vous allez suivre un petit peu. Le .net, ça a été renouvelé récemment, en 2023. Donc oui, c'est un risque, le non-renouvellement du contrat. Alors, c'est un risque, on est bien d'accord, qui est très peu probable. Vous imaginez le risque de changer de provider, ça peut casser Internet. Donc, évidemment, tant que VeriSign fait du bon boulot, le risque est très faible. l'ICANN a tout intérêt à ce que VeriSign fasse du bon boulot. C'est vraiment, il travaille vraiment la main dans la main. Mais j'ai bien dit, tant que VeriSign fait du bon boulot. Tout va bien, d'où le deuxième risque, qui est en fait le plus important, c'est le risque technologique. Donc ça peut être un risque de cyberattaque, de bug, de lenteur, etc. Et pourquoi ce risque est énorme? Parce que c'est probablement le seul risque qui peut faire que le renouvellement du contrat serait remis en cause. L'autre risque, il est dans le contrat en fait que l'ICANN a fait avec VeriSign, c'est que c'est l'ICANN qui définit les hausses de prix possibles. En fait, c'est une condition indispensable. C'est ce qui fait que presque personne ne critique ce monopole. En fait, c'est la stabilité d'Internet qui prime, donc le monopole est admis par tout le monde, même si fournisseurs, je disais, type OVH, GoDaddy, etc. Eux, ça va être les seuls qui sont un petit peu critiques, mais sinon, tous les users qui payent $10 par an, et puis toutes les, l'ICANN, Microsoft, etc., ils sont tous OK pour que ce soit VeriSign qui fasse le boulot. Et d'ailleurs, c'était en 2005 que le .net a été soumis à un appel d'offres. Il se trouve que c'est VeriSign qui a regagné son contrat, mais tous les gros, les Microsoft, etc., ils poussaient pour que ce soit VeriSign qui reprenne, parce que le risque de perturber Internet n'est pas une petite perturbation. Vous imaginez si les .com ne marchent pas pendant 1, 2, 3 jours ou une semaine, c'est un risque énorme pour la plupart de ces sites, ceux qui font du commerce ou les autres. Donc, pour que VeriSign ne soit pas renouvelé, il faudrait vraiment une énorme catastrophe, mais voilà, on sait que c'est le risque principal. Donc, il faut bien laisser à VeriSign ses grosses marges, etc., pour qu'ils fassent du bon boulot. Donc, on les administre les prix. On administre les prix aussi. Pourquoi? Parce que comme ils ont un monopole, faut pas qu'ils exagèrent. Et quand je vous dis que c'est un risque, c'est tout simplement parce que les prix, par exemple, ont été bloqués de 2012 à 2020.
Le prix était de 7,85 $ et c'est resté bloqué pendant 8 ans. Donc forcément, c'est difficile de faire de la croissance quand on a un prix qui est bloqué 8 ans. Troisième risque, ce serait la perte d'hégémonie du .com, avec l'arrivée de nouvelles adresses comme le .ai, etc. Alors oui, c'est un risque qui est valide. Mais en fait, ce risque, il est contrecarré principalement par le prix d'avoir un .com. Ce prix, c'est comme je le disais, de 9,59 $. Donc même si ça devient très à la mode d'avoir un .fr, un .ai, un .io, peu importe, le risque serait énorme pour vous de ne pas sécuriser le .com quand même. Pour 10 $ par an, tout le monde va le faire, même si après vous voulez dérouter le trafic sur du .ai ou autre. Et la plupart des sites aujourd'hui ont un trafic qui passe par le .com. Donc avant de couper, de ne plus payer les 10 $ à VeriSign pour tout basculer sur un autre nom de domaine, franchement, il n'y aurait aucune logique. Donc, ce risque-là, oui, effectivement, le .com peut perdre son hégémonie, mais d'un autre côté, qui va arrêter, pour gagner 10 $ par an, qui va arrêter de payer son nom de domaine? Donc maintenant qu'on a cette vision, qu'on comprend le business model, on peut essayer de comprendre l'allocation du capital. Donc l'allocation du capital, il y a deux parties. C'est d'où vient l'argent et puis où va l'argent. Donc en termes plus financiers, ça va être d'où vient le financement de notre entreprise et comment est-ce qu'ils utilisent leur cash flow. Donc c'est vraiment comment l'argent rentre et comment il sort. Donc en termes de financement, une boîte, en général, elle peut utiliser déjà ses cash flows pour se financer elle-même. Donc elle génère des cash flows une année, évidemment qu'elle peut les utiliser pour son quotidien, pour réinvestir, etc. Évidemment, on peut émettre de la dette, se financer par de la dette, ou bien on peut émettre des actions. C'est les trois choix principaux. On peut aussi vendre des actifs, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, si on regarde VeriSign a des cash flows énormes. Vous avez vu les marges dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ils pourraient se financer par leur cash flow, qui représente un peu plus de 800 millions de dollars. Mais VeriSign décide de se financer par la dette. Et c'est un vrai choix de se financer par la dette plutôt que par son propre cash flow. On va comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Maintenant, l'autre partie de l'allocation du capital, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre cash flow. En général, un des choix rationnels, c'est de l'investir. Mais VeriSign, c'est ce qu'on appelle une entreprise CAPEX Light. Le CAPEX, je vous le rappelle, c'est Capital Expenditure, c'est les investissements. VeriSign n'a besoin d'investir chaque année qu'environ 50 millions, entre 45 et 55 millions. Et on comprend pourquoi. VeriSign, c'est une entreprise qui est assez basique, en fait. Une fois qu'ils ont leurs coûts fixes, qui sont payés, tous leurs serveurs, etc. Je l'ai déjà dit, 915 employés, c'est quand même très très faible. Ils n'ont pas besoin de beaucoup plus. Ils n'ont pas besoin forcément d'énormes usines supplémentaires, des machines ou je ne sais quoi. Ils vont pas s'étendre dans des pays. Ils vont pas inventer de nouveaux produits, etc. Donc, ils n'ont pas besoin, un besoin énorme d'investissement. Et s'ils mettaient, au lieu de ces 50 millions de CAPEX, s'ils mettaient 800 millions, ça leur apporterait pas forcément beaucoup de croissance. Dans quoi est-ce qu'ils vont se lancer? Dans l'intelligence artificielle, ils vont aller se battre contre Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia, ça fait aucun sens. Donc, ils ont conscience que leur business model, il est très clair, c'est du .com, du .net. Donc, voilà, ils limitent l'investissement à peu près 50 millions par an. Donc, si l'argent ne retourne pas dans le business, l'entreprise a encore trois choix. Elle peut payer un dividende, elle peut racheter ses propres actions, ou bien elle peut réduire sa dette, vu que je vous ai dit que VeriSign avait de la dette, c'était un des moyens pour elle de se financer. Donc effectivement, elle pourrait réduire sa dette. Mais c'est là où le choix de VeriSign est intéressant. C'est qu'elle a un business super super stable. On est d'accord, elle a ses 160 millions de .com qui lui payent à peu près 10 $ chaque année. Enfin, c'était un peu moins l'année dernière, mais ils ont réussi donc à cette augmentation. Donc, ils lui payent à peu près 10 milliards chaque année. Donc, on voit que c'est un business super super stable. Donc, elle s'endette volontairement. Elle n'aurait pas besoin, elle crache tellement de cash, 800 millions par an, donc elle n'aurait pas besoin de s'endetter, mais elle décide de s'endetter et elle va utiliser son cash pour réinvestir dans ses propres titres, donc pour faire ses fameux share buyback, pour faire ses rachats d'actions. En fait, l'idée, c'est qu'elle a un rendement sur capital investi d'environ 44%, alors que ses dettes, elle a 3 lignes en gros d'obligations, ses dettes, elles lui coûtent entre 2,7% et 5,25%. Donc VeriSign, c'est le rachat d'actions poussé à l'extrême, c'est l'effet de levier poussé à l'extrême, et l'allocation du capital de VeriSign est tellement spéciale qu'elle a, je le disais, des capitaux propres négatifs. C'est-à-dire que si elle vendait tous ses actifs et qu'elle remboursait ses dettes, elle n'aurait même pas de quoi donner un seul dollar aux actionnaires. En fait, il y aurait encore une dette supplémentaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très particulier comme situation. En fait, c'est aussi lié aux intangibles, etc. Bon, juste pour vous dire en 2 mots, si vous comptiez combien vaut ce monopole qu'a VeriSign, et si vous le mettiez dans son bilan à l'actif, évidemment, vous n'auriez plus de ce qu'on appelle negative equity, vous auriez plus des capitaux propres négatifs. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, on voit un vrai choix de VeriSign de s'endetter et d'utiliser tout son cash flow, voire même plus parfois, pour faire du rachat d'actions. Donc, quelle est l'idée que j'aimerais vous transmettre? C'est ce que je vous disais en début d'émission. C'est que pour vous améliorer en analyse financière, il faut que vous rajoutiez des indicateurs
à votre analyse. Donc je vais vous les montrer sur Zone Bourse. D'ailleurs, vous savez, je profite pour faire ma petite page de pub. Vous savez que pour profiter d'un abonnement à moins 25% sur Zone Bourse, vous pouvez utiliser le lien qui est sous la vidéo si vous me regardez sur YouTube. Donc voilà, vous aurez moins 25%. L'intérêt notamment d'utiliser Zone Bourse pour ça, c'est que en quelques indicateurs, on peut déjà se faire une idée de l'allocation d'actifs, l'allocation du capital de l'entreprise. Donc pour trouver ces chiffres, il faut aller sur l'onglet Finance. Et ce qu'il faut regarder, c'est la dette, bien sûr, pour savoir à quel point l'entreprise utilise la dette pour se financer. Ensuite, le nombre de titres. Et le nombre de titres, il ne nous intéresse pas cette année, il faut revenir en arrière pour voir si le nombre de titres augmente ou diminue. Si le nombre de titres augmente, ça veut dire que c'est une source de financement. D'accord, vous êtes dilué en tant qu'actionnaire. Alors, soit ça peut être utilisé lors d'une augmentation de capital, vraiment pour financer la boîte, ou alors, le plus souvent, c'est utilisé pour payer des employés, payer le management, etc. Et donc, voilà, vous serez dilué, ce qui est souvent une mauvaise nouvelle, pas toujours, mais il faut bien surveiller à quoi servent ces titres, à quoi servent ces titres. Et si le nombre d'actions baisse, donc là, c'est typiquement le cas de VeriSign, c'est que les titres sont rachetés et qu'une partie du cash flow est utilisé pour du rachat d'actions. Donc voilà, on a vu la dette, on a vu le nombre de titres, il faut aussi regarder le CAPEX, donc je vous le rappelle, c'est l'investissement pour voir quel est le montant d'investissement de l'entreprise. Et là, vous allez voir, est-ce que c'est une entreprise qui est CAPEX light, qui utilise 1, 2, 3, 4% pour réinvestir, ou bien est-ce que c'est une entreprise qui demande vraiment beaucoup de CAPEX et qui va avoir peut-être 10%, 15% de son chiffre d'affaires qui va être réinvesti, souvent juste pour maintenir le niveau de l'entreprise. Donc c'est vrai que les entreprises CAPEX light sont en général beaucoup moins dangereuses que celles qui ont des gros besoins d'investissement. Et puis bien sûr, il faut regarder le dividende qui est payé, puisqu'on l'a vu, vous pouvez utiliser vos cash flows pour réduire la dette, pour réduire vos actions, pour payer un dividende, puis évidemment pour réinvestir dans la boîte. Une fois que vous avez tous ces chiffres, et c'est ça le plus compliqué, une fois que vous avez CAPEX, nombre de titres, etc., ce qu'il faut, c'est comprendre l'histoire. Parce que personne va vous le traduire. C'est très rare qu'une entreprise vous dise « Ah ben nous, comme on est en situation de monopole et qu'on a énormément de cash, alors on s'endette pour faire du rachat d'actions parce que 44% de rentabilité contre 5% de dette, blablabla. » Bon, personne ne vous mâche le travail. Donc ça demande de la compréhension du business et de se dire, je ne sais pas, par exemple, Total, ils ont du mal à racheter des boîtes dans le renouvelable, etc., etc. Ils ont du mal à réinvestir, ils ne savent pas trop où réinvestir, ils ne veulent pas réinvestir dans le pétrole et le gaz, et ils n'ont pas assez peut-être de sociétés à racheter sur la partie renouvelable, donc ils sont obligés de payer énormément de dividendes à leurs actionnaires, et ils ne réinvestissent pas dans la boîte pour telle et telle raison. Bon, voilà. Mais au moins, vous regardez donc CAPEX, dividendes, dette, nombre de titres, etc. Et vous essayez de refaire, c'est du reverse engineering, vous essayez de comprendre exactement la stratégie d'allocation du capital de la boîte. Donc je vous le rappelle, l'idée c'est de comprendre comment se finance l'entreprise, d'où vient l'argent, et puis comment elle utilise son cash flow, où va l'argent. Si vous arrivez à répondre à ces deux questions, et si vous voyez une logique derrière, et si vous trouvez ça intelligent, alors c'est à rajouter au crédit de l'entreprise. Et certaines fois, ça peut être totalement aberrant, comme à l'époque, je parle souvent de cette histoire, mais comme à l'époque où Mark Zuckerberg utilisait tous ses cash flows pour investir des milliards, des dizaines de milliards, donc c'était de l'investissement cette fois-ci, pour progresser dans le métaverse. Mais quand on voyait ce qu'il nous donnait comme outil, on voyait que tout ce cash flow était utilisé en soi-disant investissement, mais finalement c'était de la perte, puisque le métaverse qu'il était en train de construire était complètement pourri, personne ne voulait l'utiliser, etc. Il aurait peut-être mieux fait, soit de le réinvestir ailleurs, soit de racheter des actions, soit de verser des dividendes, etc. etc. Donc l'idée c'est de partir des chiffres, de comprendre la stratégie, de comprendre l'histoire, et puis de se dire mais elle me plaît cette histoire ou pas. Et d'ailleurs pour finir là-dessus, vous savez le côté rendement du dividende, c'est souvent un peu clivant. On se dit mais le dividende, moi j'achète des actions à dividende, moi j'achète pas des actions à dividende, etc. Et moi je dis souvent le dividende n'est pas un critère. C'est pas un critère dans le sens où c'est pas je cherche une action qui ne verse aucun dividende, ou bien je cherche une action qui verse un dividende ou un gros dividende. Pour moi, le dividende, c'est une des données pour comprendre comment l'entreprise utilise son cash flow. Et dans certains cas, le dividende, c'est la meilleure solution. Et dans d'autres cas, c'est l'investissement. Dans d'autres cas, c'est réduire la dette. Dans d'autres cas, c'est racheter ses propres titres. Donc, le dividende, pris indépendamment, il n'a aucun sens. Si c'est une entreprise qui génère très peu de cash flow et qui verse 8% de dividendes par an, c'est évidemment une folie. Si c'est une boîte comme Total, par exemple, qui ne veut pas réinvestir trop dans gaz, pétrole, comme je disais tout à l'heure, et qui ne trouve pas forcément de boîte à racheter dans le renouvelable,
ça peut être la meilleure solution en attendant de verser des dividendes. Donc c'est pour ça que le dividende pris séparément, c'est la même manière que regarder que le cash flow, que le capex, que le nombre de titres, etc. Et c'est ça un peu qui est compliqué quand on progresse en analyse financière, c'est de comprendre que c'est un tout. Regarder la valorisation sans regarder la croissance, c'est absolument pas logique. Regardez le retour sur capitaux propres, le ROE, sans regarder la dette, ça fait aucun sens. Alors voilà pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop technique, mais le fait de prendre un cas concret comme VeriSign, alors évidemment, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais j'espère que vous l'avez bien compris, c'est pas du tout une incitation, un conseil ou autre à investir dans VeriSign. C'est pour ça aussi que j'ai bien parlé des risques sur VeriSign. Imaginez si le contrat s'arrête sur le .com en 2024, vous imaginez combien vaudra la boîte. Donc voilà, bon, pour information, je suis actionnaire de VeriSign, c'est loin d'être ma plus grosse conviction, mais voilà, je suis actionnaire, et notamment, j'allais dire à cause, mais plutôt grâce à la manière dont ils gèrent leur capital. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, comme toujours, en commentaire. Si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre une note, idéalement 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. C'est toujours bien pour la diffusion du podcast, parce que je vous oublie pas à chaque fois, que je sais que la majeure partie des gens qui me regardent sont sur YouTube, mais j'oublie pas la partie podcast. D'où le fait que j'ai amélioré le son depuis 2-3 épisodes. J'espère que vous voyez la différence. En tout cas, merci à tous, et puis à bientôt pour une autre émission.